Donc, le projet On the Green Road, au départ, ça part de donc, deux étudiants, mon cousin Alexandre et moi-même. On était étudiants en école de commerce et école d'ingénieur, et on s'est dit à la fin de nos études, on va partir réaliser un projet. On voulait vraiment partir faire un grand voyage, et tant qu'à faire, on s'est dit, on va réfléchir vraiment à quelque chose. Alors nous, on avait un sujet qui nous préoccupait beaucoup, c'était l'écologie dans le monde. Surtout essayer de voir comment les pays, le rapport entre les pays émergents et les pays développés là-dessus. Après les conférences justement de Cancun, Copenhague, qui étaient des fiascos, essayer de voir vraiment qu'est-ce qui bloquait et quelle était la vision si différente entre pays émergents et pays développés. Voir aussi comment les gens agissaient sur le terrain. On avait quelques idées déjà. Et on s'est dit, on va faire un documentaire là-dessus, on va aller rencontrer les gens sur le terrain et aller vraiment réaliser un documentaire qui soit fort sur ce sujet. Un documentaire qui est actuellement en cours de réalisation et qui nous a amené à faire énormément de rencontres, 90 interviews à travers le monde et plus de 140 heures de rush, ce qui est un boulot monstrueux. Voilà, alors vous pouvez vous demander, donc, cette interrogation, déjà, au départ, elle était très forte. Nous, on avait un peu cette vision, voilà, on voulait trouver une sorte de solution à ces problèmes. On s'est dit, on va aller voir sur le terrain. Et le vélo s'est imposé comme une évidence, finalement. Pourquoi partir à vélo? Je vais vous donner quelques raisons. Alors, déjà, parce que ça ne consomme pas de pétrole. Donc, pour nous, c'était à la fois économique. Forcément, ça coûte beaucoup moins cher. Et c'était aussi, pour être cohérent avec notre démarche, on faisait des recherches sur l'écologie, c'était difficile de partir en consommant énormément. Donc il fallait être cohérent et on s'est dit le vélo est un bon moyen. Et surtout, la troisième raison, et qui est la meilleure, c'est les rencontres qu'on a pu faire tout au long du périple. Celle-ci était en Iran, sur les bords de route. C'est une famille qui nous invitait à prendre le thé à l'arrière et le petit-déj à l'arrière de sa voiture. Là, par exemple, une autre rencontre en Bolivie. Il faut savoir qu'on dormait, on n'avait pas de budget pour l'hôtel, donc on dormait tout le temps chez l'habitant. Soit chez l'habitant, soit on avait la tente. Mais quand on nous offrait de venir dormir chez l'habitant, bien sûr, on y allait. C'est la meilleure façon de découvrir les cultures, de s'en imprégner, et de se poser un peu plus ces questions profondément, eux, comment on voit les problèmes. Là, c'était une famille au Kazakhstan, juste après avoir été invité à un mariage, et vous voyez encore sur le nez de l'homme sur la droite qu'il a encore un petit coup dans le nez, peut-être une d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'on peut à peu près emmener dans un vélo? Vous voyez un peu les types de vélos, avec 4 sacoches plus une sacoche de guidon. Donc déjà il y a tout le matériel photo, il y a les habits, très peu finalement, on avait de quoi remplir une sacoche, deux tenues et pas beaucoup plus, parce que ça servait à rien de s'alourdir et on n'avait pas besoin de beaucoup plus, on s'en est rendu compte tout au long du périple. Un petit nécessaire pour manger au cas où, mais finalement on s'en servait peu, quelques conserves qui restaient au fond des sacs, quelque chose, des raisins par exemple, c'est très énergétique. Et voilà, sinon on essayait au maximum de manger de la nourriture locale, donc c'était pas l'idée d'avoir trop de réserves. Un petit peu de matériel médical et au cas où la tente, sac de couchage, tout le matériel pour dormir, mais ça c'est pareil, on essayait de s'en servir au minimum. La tente, on a même hésité longuement à la laisser un moment en chemin. On l'a emmenée jusqu'au bout, mais on s'en servait le moins possible. Un peu par flemme aussi de la déployer, je peux avouer. Voilà le baptême peu avant le départ avec des sponsors, parce qu'on a cherché des sponsors et c'était un peu la course juste avant le départ, vous pouvez imaginer, pour un tel projet, pour trouver les fonds et pour pouvoir vraiment partir. L'avantage, c'est que tous nous laissaient très indépendants dans notre démarche, et encore aujourd'hui, on est très indépendants sur notre documentaire. Là, c'était le baptême, ce que vous avez vu, le baptême des vélos à la Badoie. On avait voulu faire la démarche jusqu'au bout, et là, vous voyez le départ de Paris. Je vais juste peut-être vous montrer le trailer du documentaire qui vient d'être terminé aujourd'hui. Vous voyez en exclusivité.
tes peurs, tes déceptions. Quand vient la nuit, s'effacent les apparences. Il me reste l'essentiel, l'évidence. Well, I'm on my way, on my way, on my way to paradise. Mon chemin, mon destin, mon bonheur, oh my paradise. Rien ne m'arrête, je sais où je vais, oui, où que j'aille. I'm on my way, I'm on my way, yes, I'm on my way. Oubliez toute la distance. C'est ta ou ta force t'attend. Là déjà, on commençait à prendre la route vers l'Europe de l'Est. On commençait à approcher de la Turquie et je vais vous montrer maintenant l'itinéraire de l'ensemble du périple. Qui partait de France, qui partait vers l'Europe de l'Est, la Turquie, l'Iran, l'Asie centrale, puis on est passé en Inde, en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud, on a suivi par le Pérou, la Bolivie, le Paraguay, le Brésil avant de rentrer en Espagne et en France. Il faut savoir que sur cet itinéraire, au départ, on avait prévu d'utiliser le moins possible l'avion. Donc seulement pour traverser les océans, c'était notre gros objectif. Et on a été coupé à 2 endroits à cause des circonstances politiques. Pour traverser l'Himalaya, et ce qui nous posait surtout problème, c'était le Pakistan, pour lequel on ne pouvait pas avoir de visa. Aucun moyen, on a essayé toutes les possibilités. Et le seul moyen de contourner, c'est l'avion. On a fait le plus petit possible. Il y a une petite erreur, on a atterri à Delhi, beaucoup plus à l'est de l'Inde, à l'ouest de l'Inde, et ensuite on a dû reprendre un avion pour contourner la Birmanie qui était aussi fermée. Nous on pensait plein d'espoir que ça allait s'ouvrir avec tous les événements avec Aung San Suu Kyi qui commençaient à changer, et en fait le pays est resté fermé, ses frontières géographiques terrestres sont fermées. Donc on a dû opter pour l'avion. C'est un peu notre grand regret d'avoir dû plier là-dessus, mais à un moment, quand il n'y a aucun moyen, il faut bien se plier à l'évidence. On vous expliquera un peu je vous expliquerai ce qu'on a fait au niveau des avions, justement pour compenser tout à l'heure. Donc je vais commencer par la Turquie. La première rencontre très marquante, ça a été celle d'Irem, qui avait créé sa maison d'édition Sinex Ekiz. On arrive à Istanbul. Vous voyez un peu déjà le changement d'ambiance, c'est un peu une ville qui a deux identités. On sent tout de suite qu'on passe en Asie, elle est à la frontière entre les deux. Et il y a ce côté très dynamique, même très fêtard à certains moments. C'est une ville très très rythmée, finalement très occidentale, et en même temps il y a un côté très calme, on se pose dans des petites ruelles pour aller prendre le thé. On sent tout de suite qu'on passe avec un peu une autre notion du temps, on commence à transiter vers ça. Qui est extrêmement intéressant. Nous, ça nous a changé un peu notre façon de voir les choses déjà. Et Irem, on la rencontre, et ce qui est drôle, c'est qu'elle a elle-même fait un périple à vélo jusqu'à Barcelone, depuis Istanbul, ce qui est très très rare pour une jeune fille turque, parce que la société turque fait que ça reste très compliqué. Et elle l'a fait, et pendant son périple, elle s'est rendue compte d'un certain nombre de choses, nous qui commençons à faire écho à ce qu'on a vu. Avant tout, elle a remarqué beaucoup de choses sur l'écologie, et elle nous expliquait un peu, donc juste à la fin de son périple, elle est revenue, elle s'est dit je vais créer une maison d'édition portée sur l'écologie, parce que c'est un grand manque en Turquie, il y a beaucoup d'ouvrages liés à ça qui n'étaient pas traduits, donc elle s'est dit elle était graphiste, elle s'est dit, et ça donnait des trucs assez sympas, qui donnaient envie de les lire. Et surtout, elle nous a donné un peu cette vision on l'a interviewée, elle nous disait, vous savez, on est tous des petites graines, et c'est ces petites graines tout ensemble qui feront la forêt. Nous, peut-être en tant qu'occidentaux, on avait la vision un peu c'est nous qui allons apporter une solution, on va avoir la super idée, et voilà, on va l'apporter. Et elle nous disait un peu l'inverse, sa vision, c'était plutôt, chacun fait
quelque chose, sa petite opération, et c'est tout ça ensemble qui créera quelque chose. Ce qui enlève beaucoup de poids sur nos épaules déjà, et ce qui donne confiance dans l'avenir. Et c'est une vision qu'on a retrouvée peu à peu, sans y faire exprès, parce que toutes les personnes qu'on allait interviewer, c'était un peu le hasard qui nous les faisait rencontrer. On nous parlait d'une personne, nous on cherchait sur ces thématiques et on nous présentait des personnes. Et c'est toujours ce qu'on a pu ressentir en rencontrant ces personnes. Je vais vous montrer par la suite. Et là, on va continuer un peu notre route en Turquie. Donc vous voyez déjà les routes qui commencent un peu à se vallonner. On avait fait le mauvais choix de vouloir suivre la mer. On en a bavé sur cette partie. Très vallonné. Par contre, l'accueil était tout simplement hallucinant. Là, on était avec un imam et un russe, et l'autre c'était un ami de l'imam. Et il nous a invités pour le petit-déj un matin. Là, on était au Kurdistan, on venait de camper, on était encore invités pour le petit déjeuner. Et là, c'était avec un paysan turc, juste à côté ce que vous voyez derrière, c'est le mont Ararat, à la frontière avec l'Iran. Et une fois encore, on s'est arrêté à cette ferme et il nous a accueillis pour la nuit. Lui, on a eu des très très bonnes discussions avec lui, malgré le fait qu'il parle turc, mais on arrivait avec un peu de vocabulaire et surtout le langage des mains, en montrant des choses. On arrivait à pas mal communiquer. Et là, ça nous permettait de voir un peu l'écologie aussi sur le terrain, comment les gens font ça directement sur le terrain. Ça veut dire qu'en fait, c'est une agriculture qui est restée assez traditionnelle, et ils ont cet amour pour les produits. Donc ils font attention à leur terre. Maintenant, je passe en Iran. Alors là, on a continué notre route en Iran, et on a fait une rencontre très très marquante qui était Saïd, qui a créé son association Land of Volunteers. Alors l'Iran, pour vous donner un peu le contexte, c'est un climat finalement un décor très minéral, assez désertique, c'est un peu montagneux, et pour continuer sur le contexte, il y a le contexte religieux. Vous voyez sur la gauche, omniprésent, la photo des deux ayatollahs fondateurs de la République islamique. Ça fait partie du décor, mais justement, nous, on pouvait rencontrer beaucoup de personnes sans que le côté religieux rentre dedans, sans du tout même que le côté du pouvoir rentre dedans. Les gens sont très très libres en Iran, finalement, à leur manière. C'est-à-dire que dans la rue, ils font attention, en public, ils font attention aux choses du pouvoir, mais dès qu'on rentre dans l'intimité des gens, dès qu'on rentre chez eux, là, ça n'a plus rien à voir. Et on avait des très bonnes discussions avec des hommes, avec des femmes aussi. Il y avait aucun souci. Dès qu'on avait franchi cette barrière et dès qu'on avait compris que finalement le pouvoir avait très peu de pouvoir sur les personnes. Et c'est dans ce contexte, alors nous on voyait aussi quelque chose d'assez fort là-bas, c'est la pollution. Je vous ai dit le décor assez minéral. Et alors je ne sais pas si on voit bien la photo à l'écran, mais là on approchait de Téhéran, et dans une autre ville à Tabriz, elle était très très polluée. Elle était dans une cuvette et ça posait d'énormes soucis. Et Saïd justement avait créé son association pour essayer de replanter des arbres dans la ville, malgré le fait que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dès qu'on se retrouve sur l'espace public en Iran, il faut faire attention. Il faut faire attention. Dès qu'on se réunit à plusieurs sur l'espace public, ça peut être un petit peu... On peut se faire embêter. Et lui, pourtant, il avait une énergie de fou, et il se disait, si c'est pollué, moi je fais pas grand chose, mais au moins je vais planter des arbres, je vais motiver du monde pour planter des arbres. Au moins ça fera quelque chose, ça recréera un peu de végétation, ça purifiera un tout petit peu l'air, et ça donnera l'exemple. Ça donnera surtout l'exemple aux personnes que voilà, il y a des jeunes qui agissent, il y a des personnes qui bougent, ça sera déjà ça. Là, comme vous le voyez, il était aux prises avec certaines personnes, je crois, assez liées au pouvoir, et pourtant, lui, il tenait bon, il avait son autorisation de replanter des arbres sur des zones où il n'y avait plus rien dans la ville, et il y allait parce que pour lui, c'était important. Vous voyez, malgré le contexte quand même de l'Iran, c'est assez fort. Là, vous voyez tout le groupe, donc autant des hommes que des femmes d'ailleurs. Toutes les femmes ont un foulard sur la tête.
Mais à part ça, on se marrait pas mal avec l'ensemble du groupe, il n'y avait pas de distance. Voilà, c'est un peu l'Iran et c'est la face peut-être qu'on voit rarement de l'Iran, mais qui est finalement très jeune et très positive. Voilà, Saïd qui est resté finalement un très bon ami, on garde contact avec lui d'ailleurs. Donc vous pouvez voir un peu à quel point cet engagement peut être fort et même dans des pays où on n'y penserait pas, c'est des choses très très importantes. Et lui nous disait toujours cette importance de l'exemple. C'est-à-dire que lui était un exemple, les gens le voyaient planter des arbres. À un moment, il y a un petit papy qui est venu pour planter aussi, pour donner ses quelques coups de pelle. Parce que les gens voient un jeune se bouger, et ils se disent, bon, bah, nous aussi, il faut qu'on fasse notre petite chose aussi. Il faut qu'on aide aussi. Donc ensuite, on continue notre route. On a continué pendant 1 mois et demi en Iran, et on est passé en Asie centrale. Alors là, j'ai pas trop de portraits à vous proposer parce qu'il faisait tellement froid qu'on était où c'était. Alors, pour 2 raisons déjà. Là, c'était au Turkménistan, qui est une jolie petite dictature quand même. On arrivait quand même à dormir chez l'habitant, mais on a dû traverser le pays en 5 jours parce que le visa, il nous donnait pas plus. Pourtant, les habitants étaient extrêmement accueillants. Ça, c'est l'Ouzbékistan, donc la légendaire route de la soie. Avec, là, c'est Bukhara. Il y a Samarkand aussi qui est très connu. C'est des villes mythiques et vraiment magnifiques. On a continué ensuite dans le froid par moins 15 degrés. Notre thermomètre était bloqué, notre thermomètre qu'on avait sur le vélo était bloqué à moins 10 degrés, qui était sa limite technique. Et on a appris ensuite qu'on roulait par moins 15 degrés, ce qui était assez. Donc sur des routes verglacées, sur des. Bon, c'était assez drôle, c'était un défi qu'on voulait relever en fait. On avait quelques défis en tête et celui-là on voulait le relever, surtout sachant qu'on ne pourrait pas traverser l'Himalaya derrière. On s'est dit au moins on va tester un peu le grand froid. Ça nous a permis d'aller vraiment à nos limites, se rendre compte que peut-être on était un peu idiot d'en faire autant et de vouloir autant aller, mais c'était des moments très très forts parce que justement tous les soirs on était accueillis chez les habitants. Donc on avait beau avoir froid pendant la journée, et encore on était sur nos vélos, on avançait, donc ça allait. Le soir, à chaque fois, on toquait à une porte et directement les gens nous disaient mais venez, venez, et ils nous mettaient au chaud autour d'un thé, ils nous posaient plein de questions, on partageait énormément. Voilà pour l'Asie centrale un peu, et donc là on prend un avion à Bishkek finalement, et on arrive en Inde. Donc là c'est totalement une autre atmosphère après le grand froid. On arrive dans une sorte de profusion. Je vais vous raconter l'histoire de Rishesham ensuite et surtout de la spiritualité et de la pollution en Inde. Mais quand on arrive en Inde, ça donne un peu ça. C'est une image que vous avez peut-être vue tout à l'heure. C'est un énorme... voilà, il y a du bruit, il y a des odeurs, il y a des couleurs, tout est totalement extrême. Et en arrivant à Delhi, on nous apprend qu'on va avoir sur notre chemin un des plus grands rassemblements. Enfin, au début, on nous le présente comme une fête de l'eau, puis peu à peu, on apprend que ce sera un des plus grands rassemblements religieux du monde, enfin le plus grand d'ailleurs, qui sera sur notre chemin. Et en chemin, justement, on voit Rishesham, on les rencontre. Donc eux deux ils pédalaient avec les mains parce qu'ils avaient la polio. Je ne sais pas si vous voyez vraiment bien les images, ce qu'il y a dessus. Peut-être que sinon je peux baisser un peu la lumière. Ah non, ça c'est bien. Je vais avoir besoin d'un peu d'aide. Ouais. C'est pas une bonne opération. Bon, en tout cas, pour continuer avec Rishesham, c'était deux personnes qui avaient la polio et ils voulaient absolument aller à ce pèlerinage, à ce festival religieux, et ça faisait une dizaine de jours qu'ils pédalaient comme ça avec leurs mains sur des sortes de tricycles. Et justement, pour atteindre cette Kumbh Mela. Alors, pour vous donner un peu plus une idée de la chance énorme qu'on a eue, on n'avait pas prévu de passer... que la Kumbh Mela serait sur notre chemin. Je vais vous montrer plus d'images par la suite.
mais c'est donc le plus grand festival religieux au monde. Il y avait cette année-là 105 millions de personnes. Une fois et demie de la France, réunies autour du Gange et de la Yamuna, un autre fleuve sacré, et pendant 5 semaines, et c'est un festival qui a lieu tous les 12 ans seulement. Tous les 12 ans, ça revient. Et nous, on est arrivés, c'était sur notre chemin. Voilà, enfin, c'était une coïncidence extraordinaire. Je vais attendre 2 secondes pour vous montrer les images. Je suis désolé pour le petit incident technique. Je vais me provoquer. C'est bon. Donc nous voilà écrit chez Sam. C'est encore. Donc comme d'habitude en Inde, dès qu'on s'arrêtait, il y avait toute une myriade de personnes qui s'arrêtaient tout autour pour observer tout simplement. Bon, donc, c'est comme ça, c'est bon. Il n'y a pas besoin de plus de lumière. Et donc voilà la Kumbh Mela, un peu plus, quelques images. C'était vraiment quelque chose d'assez fantastique, presque de féerique. Là-bas, je crois que j'avais jamais autant ressenti la foi, presque la spiritualité des gens. C'était très très fort et c'était tourné autour de l'eau. Là, c'était un pont sur le Gange. Il y avait une affluence énorme, il y avait des personnes partout. Ici, vous pouvez voir, ça c'est un dîner des sadhus. Les sadhus, c'est les sages hindouistes qui ont renoncé à tout bien matériel pour vivre leur spiritualité. Et c'est quelque chose de très très fort en Inde. Ils sont énormément respectés, c'était assez hallucinant. Là, c'était des femmes qui faisaient des offrandes le soir sur le Gange. Et ensuite, le bain dans le Gange, ça c'était à peu près vers 4 ou 5 heures du matin, réveillé par un bruit assez... des mantras un peu, des bruits assez graves, des gens qui, en silence, mais qui chantaient très doucement et qui se dirigeaient vers le Gange pour se baigner. Et là, quand vous voyez tous ces gens se baigner, vous vous rendez compte de l'importance à la fois de l'eau et du Gange pour eux, même s'il est justement. Ce qui est très drôle, ce qui est très étonnant, c'est que le Gange est vraiment sale, vraiment très sale, et là-bas on n'a jamais vu autant d'eau. Toutes les eaux venant de rivière étaient vraiment sales, très polluées. Et pourtant, il y avait ce rapport très fort à l'eau. Alors on s'est posé un peu plus la question, on s'est posé aussi la question des déchets, comment est-ce que tous ces déchets arrivaient jusque dans les rivières, et pourquoi est-ce que c'était aussi pollué? Et pas que les déchets comme ça, mais il se trouvait que dans chaque village, par exemple, la grande réserve d'eau du village était remplie, était devenue une décharge. Et on a regardé un peu plus, donc comme vous le voyez en bas sur la partie ici, on a c'est la poubelle juste à côté d'un marchand de nourriture. Et c'est des petits récipients faits en feuilles de bananier. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en Inde, c'est l'ancienne manière de faire les plats. Les plats rapides ont toujours été en feuilles de bananier. Et depuis peut-être 10 ans, le plastique est arrivé. Nous, on ne le voyait pas partout dans les campagnes. Très souvent, on avait encore des feuilles de bananier. Et parfois, on nous servait dans des plats en plastique. Les plats en plastique, de la même manière, sont jetés par terre. La personne ne voudrait absolument pas, le vendeur ne voudrait absolument pas les reprendre. Et on s'est fait reprendre quelques fois quand nous, on voulait lui redonner. Parce que c'est sale, on s'est servi dedans. Donc, on jette ça par terre. Et ensuite, sachant que les hindouistes mangent végétarien, ces choses-là, quand c'était des feuilles en papier, des animaux mangent dedans juste à côté. Des vaches ou des cochons, c'est assez normal dans les villages. Et voilà, ça se passait comme ça avant. Maintenant que c'est du plastique, les animaux mangent aussi dedans, mais donc mangent aussi un peu de plastique. Et ensuite, c'est balayé plus loin, et ça finit dans les décharges. Donc là, on s'est posé très très fort la question de comment ces produits sont arrivés, et on se dit, c'est sale, nous, en tant qu'occidentaux, mais comment est-ce que ça se fait que ce soit sale? Et comment est-ce que le plastique est compris?
par des personnes qui ont toujours utilisé des choses qui se recyclaient, bah, le plastique, ils se disent on leur apporte du plastique, ça se recycle. Et ben non, finalement, c'est un matériau qui reste. Ça pose des gros soucis en Inde, bien que ce soit un pays de grands paradoxes, ce soit un grand pays du recyclage aussi. Mais voilà, ça pose un peu la question de d'où viennent ces problèmes écologiques aussi. Et ça nous a permis de les creuser beaucoup plus loin. Et juste pour terminer avec l'histoire sur Rish et Cham, quand on arrive à la Kumbh Mela, on allait quitter la Kumbh Mela, eux arrivaient, on s'est quand même retrouvé, ce qui était hallucinant sur une fête de 105 millions de personnes. On les a croisés, ils arrivaient sur un pont et nous on allait partir par ce pont. Et il y en a un des deux qui était tout content de nous voir, qui nous a fait d'énormes sourires, qui nous a pris dans les bras, et l'autre qui en avait absolument rien à foutre, qui pensait juste aller se jeter dans le Gange. Il nous regardait même pas, il était juste, il voulait aller dans le Gange, C'était sa grande quête. Il y a un peu l'état d'esprit. Maintenant, je vais vous emmener, on a continué notre route en Inde, assez chaotique d'ailleurs avec toute la circulation, et on est arrivé ensuite en Asie du Sud-Est. Alors en Asie du Sud-Est, on a fait une rencontre très très forte, celle de Kuntam, de Pure Projet, qui nous a marqué par son sourire. Alors pour vous donner un peu le contexte en Asie du Sud-Est, voilà un peu les routes. Alors ce qui était drôle, c'est que justement on était très entouré à certains endroits là comme vous le voyez à cet endroit, par le végétal. C'est quelque chose, quand on est à vélo, on le ressent beaucoup plus. Vous voyez là un peu la terre respirait, la terre, et c'est quelque chose de vraiment très agréable finalement. Mais en général, en Asie du Sud-Est, l'ambiance était plutôt, il faisait très très chaud. Je vous dis ça parce que justement, ça posait un énorme souci, c'est qu'en Asie du Sud-Est, il y a une grande déforestation, très très forte, je vous montrerai ensuite. Et donc nous, c'est là-bas finalement qu'on a décidé, on s'est dit, on voulait compenser notre impact carbone à un moment. Et on s'est dit, on va le faire en Asie du Sud-Est. On avait rencontré une association. Bon, moi, je suis très sceptique sur la compensation au carbone. Vu qu'on avait dû prendre des avions, on avait un impact carbone qui était quand même important. Et on s'est dit, on va le compenser là-bas. On va replanter des arbres. Je suis toujours un peu mal à l'aise avec cette idée, autant ne pas polluer au départ. On l'avait fait, voilà. C'était déjà un minimum. Et on a testé avec cette association Pure Projet, c'est plus un collectif qui s'occupait de reforester. Alors ce qui était extrêmement intéressant, c'est que déjà on a pu faire le travail nous-mêmes, on a pu tester vraiment ce contact avec le végétal qui est assez fort et qui est très important, je pense que vous le savez assez bien ici. Et ce qui était très fort, c'est c'était un projet porté par les villageois eux-mêmes. Comme vous le voyez, Pitong sur la droite était une villageoise tout le village s'était mobilisé, ils n'avaient vraiment plus de forêt. Ils avaient même plus d'ombre pour s'abriter quand il y avait un soleil de plomb comme très souvent. Et vous voyez un peu ça par exemple, c'était le midi, tout le monde faisait la sieste, même lui, et nous c'était pareil, on partait faire la sieste, tellement il y a 6 heures dans la journée où il fait une telle chaleur qu'on ne pouvait pas pédaler. Les 6 heures autour du midi, on ne pouvait absolument rien faire. Il fait une chaleur pas possible. Et quand il n'y a pas une forêt, quelque chose pour s'abriter, ça devient très problématique pour les Thaïlandais. Surtout quand le terrain ressemble à ça. Donc c'est des rizières, ça a été déforesté, donc c'est des rizières qui sont à la place. Et là, il n'y a plus aucune ombre, il n'y a plus rien. Donc ça cuit. Tout cuit un peu, donc les cultures poussent à peu près, mais les personnes ne peuvent plus vivre. Et sur les collines, par exemple, ils voulaient retrouver des forêts. Donc pour ça, ils utilisent plusieurs solutions, j'imagine que vous en connaissez quelques-unes. Mais par exemple, à cet endroit-là, ils testaient l'agroforesterie. Donc ce paysan avait depuis très très longtemps, il était sorti du système conventionnel, sachant qu'il voulait lui absolument... Enfin, c'était très important pour lui le contact avec la terre, et qu'il avait voulu... je vous explique. Déjà, c'était important pour lui d'avoir des arbres qui fassent une canopée au-dessus de ça et qui permettent de protéger ses cultures.
Et surtout, une deuxième chose qu'on oublie très souvent quand on... Donc là encore des scènes d'agroforesterie, qu'on oublie très souvent quand on parle de ce mode de culture, qu'il avait développé lui, c'est que eux, ça leur permet, au-delà de toute idéologie, ça leur permet de sortir du cercle de la dette. Et ça, c'est très très important. Tous ceux qu'on a rencontrés, on a dû en rencontrer quelques-uns, par exemple ces deux personnes, nous expliquaient que surtout ils étaient heureux, et ça se voit sur leur visage, parce qu'ils étaient sortis du cercle de la dette, tout simplement. Ils avaient, au départ, quand ils avaient acheté les intrants, ils se retrouvaient à payer trop cher. Ensuite, ils avaient des cultures, des mauvaises années qui ne suivaient pas. Ils avaient des prix du marché qui étaient fixés et ils se retrouvaient endettés. Et pour certains, vraiment salement endettés. Et là, c'était intéressant parce qu'ils en étaient sortis. Eux, c'était une de leurs principales motivations. Et la deuxième, c'était qu'ils cultivaient avec la terre. Et lui, il nous a marqué justement... son sourire était hallucinant. On a fait toute une interview où il avait vraiment, il rayonnait à tel point il était heureux de travailler comme ça, de cette manière, il en était fier. Et je crois que ça rayonnait énormément autour de lui parce que beaucoup de paysans autour de lui s'étaient mis à d'autres méthodes de culture. Justement, parce qu'il sentait que lui, ça lui allait. Lui, il arrivait à gagner sa vie avec, il produisait assez, et il avait quelque chose d'assez fort. Ça, bon, là-bas, on a tellement zigzagué pour aller faire des interviews que finalement, on a dû se résoudre à nos bons vieux amours d'enfance, le stop. C'est une bonne manière qu'on a de voyager depuis un certain temps. Et donc là, on nous avait fait des panneaux en thaïlandais et on montait à l'arrière des pick-up. Quand vraiment on avait passé trop de temps en interview et sur les petites routes, on filait un peu. C'était très drôle, on a eu des situations hallucinantes en stop. Et tout ça pour rejoindre peu à peu Ho Chi Minh Ville, au Vietnam, et continuer vers l'Amérique du Sud. Donc on s'est beaucoup intéressé à la question des barrages aussi là-bas, mais je vais pas vous le développer là. Il y a une question de barrage sur le Mekong, et on va filer directement en Amérique du Sud. On va commencer par le Pérou. Donc on arrive d'abord à Lima, et on quitte Lima sur une grande route comme ça, on suit le Pacifique pendant 500 km, c'est-à-dire à peu près 5 jours, sur d'énormes axes, c'est la panaméricaine, donc un énorme axe désertique. Et peu à peu, on atteint, première crevaison pour moi d'ailleurs là-bas, donc on avait du bon matos et je savais presque plus comment réparer la roue, j'ai dû y passer 2 heures quand même, dans la grande honte. Mais ils étaient durs et ils étaient faits depuis longtemps. Je me rattrape. Mais quand même. Mais la première crevaison était pour moi au Pérou et pour Alexandre en Inde. C'était assez honorable. Et là, on commence la partie qu'on pensait la plus dure de notre périple, la montée des Andes. Ça faisait un petit bout de temps qu'on y pensait, on avait repréparé un peu les vélos à Lima pour qu'ils soient vraiment bien pour la montée des Andes, parce que les cols sont là-bas, enfin les cols et les altiplanos, les hauts plateaux sont à 4300 mètres d'altitude, et on y est passé plusieurs fois à cette altitude, sachant qu'on venait du niveau de la mer, c'est assez fort. Et on en avait un peu peur au départ, on se disait ça va être très très dur. Et je crois que Alexandre pourrait dire exactement la même chose que moi. C'était la plus belle route qu'on ait parcourue, parce qu'on montait, on descendait dans des décors splendides. On avait des paysages hallucinants. Là, on avait dû partir le matin très tôt du bas de la vallée. Et là, il devait être 10-11 heures, donc on prenait vraiment notre temps. On était sortis des nuages de brume et voilà les paysages qui se dévoilaient devant nous. C'était bluffant et ça changeait tout le temps de couleurs, de végétation. On se sentait là vraiment bien connecté aussi avec la nature. Ça peut paraître bête de dire ça, mais quand on est sur un vélo à ces endroits-là et finalement on fait l'effort de monter cette cordillère finalement, on se sent tout de suite très 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 bien avec la nature, on avait un bon rythme, donc c'est vraiment un endroit splendide. Et là on arrive, on a fait une très belle rencontre, et donc on est monté avec eux jusqu'à 5000 mètres d'altitude, aller voir une communauté qui vivait là-bas.
une communauté quechua, et qui nous expliquait un truc duquel on n'avait sûrement pas pris conscience, nous. C'est les réalités du dérèglement climatique. C'est-à-dire que là, il nous montrait le glacier que vous apercevez vraiment tout petit, qui prenait avant toute la cuvette, et qui est pas loin des 6000 mètres d'altitude, et qui font à vue d'œil. Ça, c'est une réalité là-bas. Énormément de glaciers fondent, et ils se retrouvent avec d'énormes soucis. Les glaciers qui fondent, et je vous expliquerai après d'autres choses. Ça, les personnes qui vivent là-bas depuis très longtemps s'en rendent compte. C'est quelque chose qu'ils n'ont jamais eu avant. Donc, un glacier qui fond, ça se ressent, et ça se ressent aussi sur toute leur façon de vivre. Eux, par exemple, ils avaient un gros souci depuis ça. Leur climat se changeait à cause de la fonte du glacier, et ils avaient un gros souci autour d'une forêt très rare qui pousse seulement à 5000 mètres d'altitude. C'est les plus hautes qui existent, avec un arbre qui s'auto-régénère en perdant son écorce et ensuite l'épi d'épice. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il perd son écorce, et ça lui permet de se faire une sorte d'engrais parce qu'il y a tellement peu de matière à ces altitudes, c'est tellement balayé par les vents que très peu de choses poussent. Et cette forêt elle-même était en danger, et ensemble ils essayaient de trouver un système pour que ce soit la communauté elle-même qui puisse préserver cette forêt. Je passe un peu vite. Donc ils implémentaient tout un tas de choses, autant au niveau scolaire qu'au niveau de replantation par la communauté de nouveaux arbres. Voilà, avec des panneaux solaires aussi, pour que les gens puissent continuer à vivre là-bas, que les enfants aussi de cette communauté puissent continuer à vivre, qu'ils ne soient pas attirés trop par les villes, et qui puissent continuer à préserver les forêts. Parce que ça passe, il y a beaucoup de plans où on fonctionne, on arrive au-dessus des communautés, on leur parachute une solution. Là, ils fonctionnaient avec la communauté, c'était la communauté elle-même qui avait, depuis des centaines et des centaines d'années, géré cet endroit. Donc c'était juste donner un appui à cette communauté, mais pas plus. Lui donner peut-être un peu de savoir, et je pense que Ephraim nous expliquait qu'il apprenait beaucoup plus d'eux que l'inverse. Et voilà, c'était juste leur donner un soutien. Et alors, une chose très importante aussi que nous a appris cette communauté, ils avaient un respect très fort pour la Pachamama. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est quelque chose qu'on a ressenti, nous, énormément dans toute la partie andine. C'était ce respect. Alors, la Pachamama, c'est la terre-mère, terre nourricière, en langage quechua. Et c'est quelque chose qui est très très fort, vraiment, c'est au cœur de la culture andine. C'est celle qui, vous le voyez sur cette photo, c'est de l'arbre sur un mur à La Paz. Et c'est elle qui donne tout, c'est elle qui nourrit l'homme, qui lui donne de quoi par la pluie, par les glaciers, par les différentes choses, par la terre, qui lui donne le moyen de vivre, qui fait pousser les végétaux. Et donc c'est à elle qu'il faut rendre un tribut. Et c'est une chose toute bête, mais je ne vais pas le faire ici avec mon verre d'eau, mais lorsqu'ils boivent de la bière, de l'eau, du coca, n'importe quoi, ils versent la petite fin par terre, pour l'équivalent d'une gorgée pour la Pachamama, avec une sorte de respect. Nous, on faisait la même chose. Et voilà, c'est la Pachamama, c'est celle qui a fait pousser les plantes ou les choses qui a permis qu'on ait ça dans notre verre, donc on en redonne une petite part. Pareil, ils avaient des cérémonies après les récoltes pour remettre dans la Pachamama, pour redonner un petit peu. Et ça, c'est quelque chose qui est au cœur de leur façon de penser, de leur cosmologie finalement, et finalement qui fait que moi, c'est là-bas que j'ai ressenti l'écologie, finalement qu'elle était la plus forte. Il y a beaucoup d'endroits où on en fait, mais là-bas c'était au cœur du système. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, mais au moins c'est vraiment, les gens le ressentent. Voilà pour Ezek, chef de communauté quechua, qui nous a pas mal transmis sur la Pachamama. Et maintenant, je vais passer un petit peu à d'autres cas de paysans andins qu'on a rencontrés. Pour vous expliquer un peu, on est passé sur l'altiplano là. Donc en Bolivie, c'est après les montagnes, les Andes qui montent et qui descendent, on arrive sur un plateau qui est à 4000 mètres d'altitude. Donc c'est un lieu très, très rude finalement,
où d'un moment à un autre, on peut passer comme ça d'un grand soleil, et un soleil qui tape vraiment très fort, à des choses comme ça. Là, on allait se prendre une énorme saucée. Vraiment, vraiment, là, elle était très très forte, avec de la grêle et des différents, enfin une pluie très très dense. Et tout simplement, le climat là-bas change très rapidement. Bon, alors les gens qui vivent là-bas, ils sont habitués, on leur savent gérer avec ça. C'est déjà des peuples assez rudes et qui ont des espèces aussi qui peuvent pousser à ces altitudes, comme la quinoa. Le seul problème, c'est que depuis pareil, une dizaine d'années, ils nous expliquaient qu'ils ressentaient les effets très forts du changement climatique, du dérèglement. Très souvent, ils ne nous expliquaient pas le dérèglement climatique, ils nous disaient juste « nous ici, c'est en train de changer ». Ils n'avaient pas du tout conscience, enfin, ils se doutaient un peu que c'était un phénomène global, ils en avaient entendu parler rapidement, mais ils ne pouvaient même pas faire le lien, parce qu'ils ne pouvaient pas se dire que c'était à l'autre bout de la planète qu'on déréglait leur truc. C'était inconcevable. Mais par contre, eux, ils nous témoignaient très souvent quand on les rencontrait de ces choses qui étaient en train de changer. Par exemple, avant, ils pouvaient, grâce à quelques signes du ciel ou même les animaux, comment ils fuyaient, comment savoir à quel moment ils devaient récolter, à quel moment ils devaient semer. Aujourd'hui, avec les changements de temps, ça devenait très très compliqué. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que là-bas, c'est devenu tellement une réalité qu'ils ne parlent plus juste de contrer les effets du changement climatique, de contrer le changement climatique. Ils sont plus dans une phase déjà d'adaptation. C'est quelque chose de très clair, ils s'adaptent. Et, pour ça, ils implémentent différentes choses, donc beaucoup de formations, pour essayer de trouver des solutions à ça. Par exemple, ils diversifient les troupeaux de nouveau, peut-être qu'ils avaient un peu trop concentré, ils essaient de trouver des débouchés aussi qui permettent aux gens de s'en sortir financièrement, parce que sinon ça ne fonctionne pas non plus. Là, par exemple, alors, il y avait tout le souci autour de l'eau, parce que, par exemple, avant, les glaciers remplissent cette fonction, c'est-à-dire qu'un glacier, sur ces territoires, va permettre d'avoir de l'eau tout au long de l'année. Il garde de l'eau au début pendant l'hiver, et ensuite il la redistribue pendant toute l'année sous forme de cours d'eau. Et à partir du moment où les glaciers fondent, on n'a plus cette eau constante pendant l'année. Et là, là, on était avec un conseil du village à Colquencha en Bolivie, et ils étaient en train de débattre avec un spécialiste de comment trouver des solutions pour gérer, pour avoir de l'eau toute l'année. Et alors la solution qu'ils avaient trouvée, c'était justement de creuser des réservoirs d'eau comme ça, donc qui étaient financés, ils trouvaient des moyens de financement, et ils creusaient ces réservoirs qui à un moment n'étaient pas du tout utiles, mais maintenant ils sont obligés de trouver ces moyens pour s'adapter. Il y avait tout un tas d'autres solutions. Alors l'une d'elles est très clairement l'agroforesterie là-bas, qui arrive plutôt en force, parce que de nouveau ils se rendent compte qu'ils peuvent avoir des arbres pour abriter un peu, ils peuvent en tirer des fruits, ce qui leur donne un complément de revenu. De plus en plus, ils venaient à des cultures multiples, justement, qui permettent, si jamais il y en a une qui meurt à cause du changement climatique, bon, ils en trouvent une autre. Et là-bas, c'est des pays où ils ont une très très grande diversité, le pays de la pomme de terre, du maïs, je crois qu'il y a à peu près 2000 espèces de chaque, donc c'est quelque chose qu'ils ont déjà dans leur culture. Et surtout, ils reviennent à des modes, à leur culture ancienne, et ça revient. C'est quelque chose c'était très dévalorisé depuis l'arrivée du président Evo Morales. C'est quelque chose qui revient en force. Et ils en sont fiers de nouveau. De se dire qu'ils savaient, eux, gérer avec la nature. On leur a dit, vous savez pas, et on les a mis un peu de côté, maintenant ça revient. Donc ils en sont très contents. Et en même temps, il faut sauver ces savoirs qui sont perdus parce qu'il y a une génération qui les a perdus. Voilà un peu pour les paysans andins. Il y avait tout un tas d'autres problématiques liées à l'eau là-bas que je ne développerai pas, mais c'est un pays très très intéressant, la Bolivie, parce que tout est un peu en émulation là-bas. Il y a beaucoup de questions qui sont soulevées. Ensuite, nous, on continue notre périple
était toujours en Bolivie dans des zones aussi qui avaient des problèmes de sécheresse justement à ce moment-là. Quand on n'arrivait pas à dormir chez l'habitant, voilà comment on terminait. Ça, c'est Alexandre en bord de route. Et donc peu à peu, j'aurais pu vous présenter aussi certaines choses sur les déchets, des choses très intéressantes qui ont été faites. Mais on va peut-être se concentrer plus sur l'agriculture. Et donc nous on arrive à Rio, ça vous permettra de poser des questions justement. Et là c'est l'endroit un peu de notre retour en Europe. J'étais un petit peu dégoûté de repartir d'Amérique du Sud parce que c'est un endroit où il y a les choses se font avec beaucoup de cœur et avec beaucoup de motivation. Il n'y a pas cette sorte de pessimisme qu'on a plus ici. On réfléchit peut-être un peu trop, mais on se bloque. Eux, ils voient un problème, il y a une solution, ils la testent à petite échelle, puis ils la testent à plus grande échelle. Et voilà, si ça fonctionne, si c'est une bonne solution, bah, elle devient intéressante. On retourne donc en Espagne. Et là, on atterrit à Madrid. Toujours le petit rituel du revissage de toutes les sacoches dans les aéroports qui est toujours très drôle. C'est-à-dire que nous, on restait 2 heures dans les aéroports pour réparer les vélos, pour tout remettre, et les gens nous regardaient. On était, même pour les touristes les plus extrêmes, on était un peu des ovnis qui avions rien à faire dans un aéroport. Et nous, on était posés tranquillement, on prenait notre temps. Et au final, on a été tout étonnés de voir qu'à notre compteur, on avait quand même 18 000 km. C'était un objectif au départ de faire des kilomètres, et peu à peu, c'est devenu, bon, on s'est dit, voilà, on faisait du vélo pour le plaisir. C'est peut-être aussi des choses qui ont changé dans notre façon de voir les choses. On cherchait plus la performance, mais on cherchait plus le côté où, voilà, on se faisait plaisir en avançant, et voilà, il n'y avait pas besoin de plus. Et arrivé à Paris, sous la Tour Eiffel, l'endroit où on était parti. Voilà, et pour la petite phrase de fin, faites ta vie un rêve, faites ce rêve une réalité. Et j'en rajouterai presque une de Gandhi qui dit et qui a été peut-être le résultat de ce voyage, soit le changement que tu veux voir dans ce monde de Gandhi, qui est particulièrement important. Alors, est-ce que vous avez des questions? Ouais. Vous avez mis combien de temps pour faire le tour? Je n'ai même pas précisé. Combien de temps on a mis pour faire le tour? On a mis 14 mois. Est-ce que vous savez comment les paysans qui ont fait de l'agroforesterie sont informés là-dessus? Comment ils en ont entendu parler? Comment les paysans qui faisaient de l'agroforesterie s'en sont informés? Je pense que certains, c'était des choses qu'ils avaient déjà dans leur culture, qui étaient déjà assez naturelles finalement. Ils ont toujours eu des arbres sur lesquels ils allaient cueillir. Et le fait d'avoir perdu ces arbres, ils se sont rendus compte justement de tout ce qu'ils avaient, de tout ce qu'ils avaient en moins. Le fait de ne plus pouvoir d'avoir même ces compléments, soit de nourriture, soit de revenus, qui leur permettaient, eux, de vivre. Et donc ils y sont revenus à la fois naturellement parce que c'était quelque chose qu'ils avaient en eux, dans leur culture, je pense en Thaïlande ou en Amérique du Sud. Et après, il y a des associations, soit occidentales, mais pour beaucoup des associations locales aussi, qui ont gardé ces savoirs et qui les proposent à nouveau. Créées parfois ces associations par des personnes qui ont retenté cette solution et qui montrent aux autres, bah, vous voyez, c'est possible et c'est mieux pour vous. Ça revient souvent comme ça. Parce que l'agroforesterie, nous on la voit ici parce qu'on a des grands champs, donc forcément c'est par exemple des lignes d'arbres, par exemple, mais pour eux ça peut être aussi d'avoir par exemple des rizières en Asie du Sud-Est qui replantaient de nouveau des arbres entre les rizières, sur les petits bouts de terre qui y a entre les rizières. Parce que justement ça ne dérangeait pas la croissance du riz et ça refertilisait la terre. Voilà. Il y a plein de manières de la faire, ou de recréer quelques arbres, et des grands arbres fruitiers, ça fonctionne aussi. Ouais. Toute
toutes ces personnes que vous avez rencontrées, Saïd et tout, vous les avez rencontrées comment? Par hasard ou c'était vous avez fait connaître? Alors comment on les a rencontrés justement? Sûrement plus par ouais, hasard, je dirais presque coïncidence, parce qu'à un certain moment, quand on voyage comme ça, on commence un peu à y croire, on se dit que ouais, on rencontre, enfin il y a des hasards qui sont tellement énormes, des personnes qu'on ne devait pas croiser et qu'on croise quand même. Dans une ville par exemple à Téhéran, on a croisé un gars qu'on ne devait pas croiser, il nous a reconnus parce qu'on avait des sacoches de guidon, on était enfin, donc des sacoches de vélo, et il nous a reconnus grâce à ça. On était à 15 km de chez lui. Téhéran est une ville énorme, c'est comme si à Paris on croisait un gars, on lui a juste envoyé un mail avant, on s'est dit que finalement on n'aura pas le temps de se croiser, et on le recroise quand même. Et à partir de ce moment-là, c'est des choses, c'est assez hallucinant. Donc oui, on les rencontre, il y a des choses comme ça, et ensuite on les rencontrait. Alors Saïd par exemple, c'était un ami on utilisait Couchsurfing dans les villes pour dormir, je ne sais pas si vous connaissez un peu. C'est un site d'échange entre voyageurs où voilà, on se prête des canapés en quelque sorte, on peut aller dormir sur le canapé de personnes, et nous en échange on leur apporte des histoires qu'on est en train de voyager, on les fait voyager même en restant chez eux, et on en a rencontré un certain nombre comme ça, dont Saïd, mais on n'aurait jamais pu se douter qu'on allait le rencontrer. C'était un ami du couchsurfer chez qui on était. Un matin, il nous parle, il nous dit « Ah bah tiens, j'ai un pote qui va faire une reforestation en ville. » Nous, on était là, bah, parfait. Et finalement, on a pu l'interviewer, on a pu pas mal discuter avec lui. C'était des rencontres, il y avait toutes sortes de rencontres. Et après, même en Amérique du Sud, on a fait des rencontres assez folles du ministre de l'Environnement, par exemple, de Bolivie. Et là, ça s'est fait, c'était moi qui étais allé, j'avais vu un petit papier, quelque chose avec la coopération allemande, à La Paz. Je me suis dit, je vais y aller pour connaître un peu l'écosystème, enfin, tout le milieu là-bas. Tous les gens étaient en costard et tout, moi j'étais le seul avec ma seule tenue de voyage et mon pantalon troué. J'essayais de cacher un peu, mais il était quand même troué. Et finalement, le ministre, ça commençait à être très, très long, des palabres. Et à un moment, le ministre de l'Environnement déboule. Tout le monde était étonné, tout le monde lui mangeait un peu dans la main, justement, parce qu'il était pas prévu sur le programme. Et finalement, moi je le vois partir, je me dis, bon, ça sert à rien, tout le monde essaie déjà de lui parler. À un moment, une petite fenêtre de tir, il était en train de partir. Je vais le voir et je lui dis très rapidement en espagnol qu'on était deux Français voyageant autour du monde et qu'on faisait un documentaire sur les consciences écologiques. Et je lui ai demandé s'il avait un peu de temps pour nous parler. Il m'a surpris, il me fait tu veux combien de temps? Je lui fais 15 minutes, il me fait bah t'auras 30 minutes. Et voilà. Et donc on s'est retrouvés après avoir eu quelques démêlés avec son ministère qui voulait finalement pas trop qu'on l'interroge, mais voilà. Donc ça, des rencontres comme ça qu'on a parfois un peu boosté aussi parce qu'on avait justement on avait notre documentaire, on avait notre objectif, on arrivait à vélo, ça nous permettait de faire des rencontres folles. Ouais. Suite au voyage et aux découvertes que vous avez fait sur l'écologie, est-ce que vous avez envie de vous impliquer plus par la suite pour refaire un voyage ou vraiment faire peut-être pas votre métier, mais peut-être à fond dans ce domaine? La question est de savoir si on veut s'impliquer plus et peut-être repartir sur d'autres voyages. Ou même professionnellement. Alors très clairement s'impliquer plus, oui, là-dedans. Enfin, quand on a vu ces choses-là, quand on a rencontré les personnes, on peut plus se dire juste oh, je vais laisser ça de côté. Et, voilà, c'est quelque chose d'important. On a vu des personnes impactées, on a vu aussi des personnes qui se bougeaient. On a envie nous aussi d'apporter notre petite pierre à l'édifice. Peut-être en revoyageant, c'est possible. C'est en cours pour moi. Je redéfinis un peu je suis ingénieur civil au départ, je ne sais pas si je vais continuer là-dedans ou plus dans la partie documentaire et réflexion là-dessus. Mais donc il pourrait y avoir d'autres voyages, ça c'est peut-être plus dû au tempérament voyageur aussi, un peu nomade, gitan, voilà. Mais oui, clairement, enfin, c'est ce qui est génial avec un tel périple, faut pas justement, s'il y en a qui ont des projets pareils, il ne faut pas en avoir peur parce que c'est quelque chose qui grandit énormément, c'est pas quelque chose qui rend... faut pas avoir peur justement,
c'est une expérience, je pense, moi, avoir appris beaucoup plus que pendant toutes mes études, pendant cette année de Tour du Monde. C'est tellement dense que, voilà, on apprend. Est-ce que vous aviez fait beaucoup de voyages avant celui-là? Est-ce qu'on avait fait d'autres voyages avant celui-là? Ouais, beaucoup en stop en fait. J'étais parti en Amérique du Sud faire un bon périple en stop. Alexandre aussi faisait du stop en France, en Europe. Et donc on savait déjà un peu, on connaissait un peu cette façon de voyager, de ne pas savoir exactement où on allait dormir, de ne pas savoir où on allait, ce qui allait se passer. C'est déjà très important pour envisager un tel voyage. Pas en avoir peur, c'est justement c'est ce qui est génial. Et après, on avait fait un petit test sur le vélo. On avait pas grand-chose. On avait fait Amsterdam-Paris à vélo pour se tester avec des vieux vélos achetés à Amsterdam. Et c'était notre test. On voulait le faire en 5 jours, il y a 500 km, et on a réussi. On a vu tout ce qu'il fallait pas faire. Genre, on avait été parti avec notre temps de seconde qui prenait le vent. On était parti avec des vieux sacs. Et surtout, les vélos étaient des vélos hollandais, donc sans vitesse. On en a vraiment bavé, et là on s'est dit ok, il nous faudra du bon matos, mais on peut le faire, on en est capable, en tout cas au niveau de la volonté on en est capable. Après pendant un an on n'a pas fait de vélo quasiment à part en ville et on est parti. On avait dit à tout le monde qu'on en ferait, mais pour s'entraîner, on n'a pas eu le temps. Donc tu vois, c'est pas du tout insurmontable non plus. Je pense qu'il faut faire quelques petits voyages avant, mais c'est important, ça permet de se connaître. Mais ouais. Quand est-ce que vous êtes rentré à Paris? On est rentré il y a un an à Paris, en septembre dernier. Et Ouais, vas-y, termine. du coup, je voulais savoir si jamais vous avez pu garder des contacts avec les personnes que vous avez vues ou pas. Ouais, alors, si on a gardé des contacts, oui, on en a gardé beaucoup de personnes qui nous ont accueillis. Beaucoup sont restés des amis, donc on garde un peu contact, par exemple par Facebook ou par d'autres moyens. Ils continuent à suivre un peu l'aventure, nous on leur demande de temps en temps des nouvelles. Voilà, et puis on sait très bien que si jamais ils viennent en France, on pourra les accueillir. Enfin, il y a tout un échange, ou si on retourne là-bas, on retournera les voir. Il y en a beaucoup qui sont restés des bons amis. Ouais. On n'est pas resté longtemps avec eux, mais c'était assez fort. Il y a une question là-bas derrière. Ouais. Est-ce que ça a changé Est-ce que ça a changé notre mode de vie? En partie. En partie, forcément, ça impacte. Moi, je suis resté nomade là, pendant toute l'année, en voyageant un peu en stop. Surtout, on se rend compte aussi on se rend peut-être compte de certains besoins très superflus qu'on avait avant, et ça permet de se dire non, ça, j'en ai pas besoin. Donc, par exemple, moi, j'ai beaucoup moins de besoins qu'avant, et donc je me dis voilà, j'ai pas besoin forcément à certains moments d'un logement ou d'un... Bon, c'est un peu extrême, mais là c'était cette année vraiment. Mais voilà, j'en avais pas besoin, et pas besoin d'un truc fixe. Et surtout au niveau de beaucoup de choses, même au niveau de la nourriture, donc oui, ça change un peu, forcément ça change ma perception. Mais pour avoir rencontré beaucoup de personnes, et le documentaire nous a permis de faire beaucoup de rencontres très très intéressantes, des personnes qui étaient qui avaient beaucoup de très belles idées, et forcément et puis voir les autres cultures, d'autres façons de faire, d'autres façons, ça questionne, et on en vient, je pense, grandi. Ouais. Comment vous avez choisi votre itinéraire et le temps de voyage? Alors le temps de voyage était déterminé par le fait qu'Alexandre devait reprendre, lui il était en année de césure, et donc il devait reprendre un apprentissage au retour. Donc on a poussé un maximum les 14 mois, mais le lendemain de l'arrivée il reprenait un apprentissage. C'est dur. Et l'itinéraire, on l'a déterminé. Il y avait un certain nombre de pays qui nous intéressaient beaucoup, l'Iran, l'Inde, voilà, en Asie, en Amérique du Sud aussi. Et donc on a fait un itinéraire cohérent pour aller à vélo. On voulait au départ traverser toute l'Asie sans prendre d'autres moyens de transport. C'était aussi ça qui nous a poussé sur ces pays. Et ensuite, on n'a pas pu passer par exemple par l'Afrique, mais simplement parce qu'il y avait il y a toute une ceinture qui était vraiment que des pays plutôt en guerre, et vraiment en guerre, parce que il y a des pays, on nous les décrit comme dangereux, comme l'Iran, et finalement il n'y a vraiment aucune dangerosité.
Là, c'est vraiment des pays où c'était très tendu. Et finalement, on a bien fait parce qu'on n'aurait juste pas eu le temps pendant 14 mois de passer par ces pays. On a préféré prendre notre temps dans certains pays, rester un mois et demi. À partir de ce moment-là, on pouvait connaître un peu mieux un pays et faire des bonnes interviews aussi. Si on n'a pas le contexte culturel, c'est très difficile de donner, de s'imprégner vraiment de la culture d'un pays et de faire des interviews même justement sur l'écologie. Voilà pour le choix de l'itinéraire. Ouais. La plupart du temps, vous aviez un itinéraire relativement précis en sachant où vous alliez dormir chaque soir, etc. Ou alors vous sauniez complètement au hasard chez les habitants? On avait un itinéraire, c'est sur l'itinéraire, donc est-ce qu'on avait un itinéraire précis ou est-ce qu'on était vraiment par hasard chez les habitants? Alors nous, on avait un itinéraire très large dans les grandes lignes qu'on avait fait sur Google Maps avant. Et c'était tout, on avait quelques sponsors d'ailleurs, Angevin, la librairie Itinérance, qui nous envoyait au fur et à mesure des cartes. Donc par lot, ils nous les envoyaient en poste restante dans les villes. Nous on récupérait ça ensuite et après avec les cartes des pays, on se faisait un peu notre itinéraire, voilà, on voyait à peu près où on allait et chaque soir c'était le soleil est pas loin de se coucher, on s'arrête dans ce village et voilà, on va. Soit les gens venaient nous voir directement, soit voilà, on trouvait un moyen de dormir, mais c'était absolument jamais prévu. À part dans les villes où là on envoyait une ou deux petites demandes, mais c'est voilà, avec Couchsurfing. Mais sinon on prévoyait très peu. Ah, c'était plus très souvent on n'allait pas demander aux gens. En Asie centrale, là, quand il faisait vraiment froid, on allait demander. Mais sinon c'était même soit des gens qui nous proposaient, parfois on allait demander aussi dans des lieux religieux, là on allait demander. Et voilà, mais on essayait vraiment de sentir comment les gens le prenaient. Les gens, s'ils nous disaient non, ils nous disaient non. Mais après, dans toute la partie de l'Orient, c'est une telle culture de l'accueil que pour eux, c'est un bonheur d'accueillir un voyageur. C'est presque au premier qui l'a vu, au premier qui peut le ramener chez lui, parce que c'est des histoires, je pense qu'ils pourront encore en parler à leurs enfants. Alors voilà, on a accueilli des voyageurs, ils venaient de là, ils arrivaient avec telles histoires. Et voilà, c'est ce qui est fantastique, c'est qu'il y a cette culture du partage très très forte. Ouais. Combien de temps vous êtes resté arrêté au même endroit, la durée la plus longue, votre arrêt le plus long? Notre arrêt le plus long, alors c'était dans plusieurs villes où on s'est arrêté 2 semaines. Par exemple, Istanbul, Téhéran, on est resté 2 semaines aussi, et après La Paz. À chaque fois, c'était pour des questions de visa. C'est qu'il fallait rester dans ces villes pour faire les visas pour les endroits suivants. Ou à La Paz, c'était plus pour des questions d'interview parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qui se passaient à La Paz et donc on est resté plus longtemps. Puis ça nous permettait de nous reposer aussi, ça faisait du bien de temps en temps. Ouais. Là, tu parles surtout de tes bonnes expériences, mais il y a eu des difficultés pendant le voyage, à part pour aller d'un pays à l'autre, par exemple, au niveau des chocs culturels ou de la religion bien présente dans un pays. Finalement, est-ce qu'il y avait donc je repose la question pour ceux qui sont derrière, est-ce qu'il y avait des difficultés au niveau culturel dans certains pays ou des chocs? Je dirais que non, finalement. Nous, on était très curieux de découvrir et il n'y a pas eu de moment où on s'est dit waouh, là c'est vraiment bizarre. On partait dans un état d'esprit curieux et justement, oui, forcément, par exemple en Inde, c'est très fort, mais il n'y a pas eu de choc. Et pourtant, on a dormi en Iran, par exemple, on a dormi dans une école coranique une nuit. On était finalement, il s'est trouvé, nous on partait pas du tout même sur le fait religieux. Et finalement, on s'est trouvé dans beaucoup d'endroits de fêtes religieuses avec la Kumbh Mela, on est tombé en Iran donc sur cette l'Ashura qui est une grande fête chiite. Et c'était justement passionnant pour nous, c'était très très intéressant. On l'avait pas prévu, mais ça nous a permis de découvrir beaucoup de choses et de se rendre compte que parfois le côté religieux ou spirituel et l'écologie peuvent être très très liés. Il y a des gens qui avaient des très très belles réflexions là-dessus. Non, pas d'énormes chocs. Et même tout le monde avait un regard bienveillant sur nous. Ouais, la plupart des gens avaient un regard très bienveillant sur nous. Justement, les gens nous voient arriver et ils nous prennent plutôt sous leur aile,
surtout plus le pays peut être considéré comme dangereux, enfin pas le pays plutôt, mais dans des coins un peu, par exemple quand on est arrivé à Rio, on nous parlait des favelas, on nous parlait faut surtout pas que vous passiez par. Et les gens nous disaient et nous accueillaient d'autant plus parce qu'il y avait des endroits pas très sûrs. Donc ils nous expliquaient, tiens là faut que tu passes pas. Et justement, parfois même les mères de famille nous prenaient un peu pour leurs enfants. Voilà, on avait un lien très, justement parce qu'on était très proche des gens, on avait d'autant moins de danger, je pense. Si on avait été éloigné des gens, on aurait pu se mettre en danger. Ouais. Physiquement, c'était assez dur physiquement. Physiquement, non, ça a été. Vous avez fait On a eu des petits soucis physiques de tendinite ou des choses comme ça, mais ça se résout et il faut attendre un peu et on pouvait repartir. Et donc ensuite, il n'y a pas eu de. Il y a des moments où c'était dur, hein, c'est très clair. Maintenant, on les a un peu. Ils sont un peu passés à l'arrière-plan par rapport à tout le reste. Mais justement, ça faisait partie du périple aussi. Donc oui, il y a des moments en fin de journée où on était mort et on avait qu'une envie, c'était de dormir. Où on était vraiment fatigué, où le matin on n'avait pas vraiment envie de repartir. Mais bon, voilà, c'était très secondaire par rapport à toutes les rencontres. Donc chaque matin, finalement, on se disait, on va encore faire plein de rencontres aujourd'hui, on y va. Ouais. Au niveau de la langue, est-ce qu'il y a beaucoup d'endroits où vous ne pouvez pas utiliser l'anglais ou l'espagnol pour communiquer? Alors ouais, au niveau des langues, justement, on avait fait un truc assez marrant. Donc il y avait l'anglais, l'espagnol qui nous ont beaucoup aidés dans un certain nombre de pays. Même au Brésil, l'espagnol est assez proche du portugais brésilien. Donc ça va. Par contre, on avait un petit souci au niveau de la langue, dans un certain nombre de pays, et on avait appris une centaine de mots de turc. Sur notre sacoche de guidon, on avait un petit... on posait des mots de vocabulaire et on apprenait des mots quand pendant la journée on s'ennuyait sur le vélo. Donc on les répétait, et le soir on les essayait chez l'habitant. Et ça fonctionnait pas mal. Donc une centaine de mots de turc, une centaine de mots aussi de farsi, donc en Iran, de Perse, et qui nous ont servi. Alors le turc nous a servi dans toute l'Asie centrale, le Turkménistan et les pays suivants parce qu'ils ont des dialectes proches du turc. Et le farsi nous a servi étonnamment en Inde. Parce que la langue aussi, tous les chiffres par exemple sont les mêmes.